Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis fidèles des réseaux de la diaspora, bienvenue, bienvenue sur la chaîne que vous avez pris l'habitude de suivre depuis un certain temps. Il s'agit bien du réseau de la diaspora 24 heures sur 7. De plus en plus, vous êtes nombreux à nous appeler de l'Europe, d'Amérique, d'Asie et de partout en Afrique pour, n'est-ce pas, nous poser des questions au sujet du mandat de la télévision réseau de la diaspora. Alors, les réseaux de la diaspora, c'est une télévision qui est conçue pour permettre à vous, le peuple de la diaspora d'Amérique, d'Europe et de partout dans le monde, de s'exprimer au sujet de vos réalités. Alors, ces réalités sont économiques, ces réalités sont politiques, ces réalités sont leadership, ces réalités sont éducatives, sont santé, ainsi de suite. Alors, pour ce faire, nous recevons les peuples de la diaspora, nous couvrons différents événements qui se tiennent, par exemple ici au Canada, à Montréal, Ottawa, à l'ouest, Vancouver, Edmonton, ainsi de suite. Donc nous profitons pour vous saluer, vous, nos fidèles, nos fidèles auditeurs, de continuer à nous suivre et à nous donner justement votre attention à tant que tel. Votre fidèle serviteur, Aimé Kabouya, je reçois aujourd'hui pour vous un jeune très dynamique de la diaspora francophone, issu d'Afrique et du Congo plus particulièrement. Mais avant que je puisse entrer dans les questions avec lui, j'aimerais vous demander de toujours vous questionner au sujet des journalistes caméléons. Quand un journaliste quitte une institution pour aller dans une autre, et puis dans une autre, et puis dans une autre, il faut bien vous demander la question de qu'est-ce qu'il poursuit comme mandat. Question taboue, on y reviendra tout au long de cette émission. Alors pour aujourd'hui, je vous demande de recevoir avec moi un jeune très talentueux, un jeune vraiment que je vous demanderai de mettre le nom sur le visage et de vous en souvenir pendant longtemps, car il a fait une exception que la jeunesse africaine francophone ne fait pas ici. Avec lui, on va discuter des différents sujets, de son éducation, son parcours, l'intégration, ses points de vue par rapport à l'association de jeunes ici et ailleurs. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir avec moi Monsieur Junior Mandoko. Bonjour Junior. Bonjour. Voilà, donc soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je suis content que vous ayez accepté, n'est-ce pas, de venir sur ce plateau. Donc vous le savez, le réseau de la diaspora, c'est la télévision justement qui discute de toutes ces réalités du peuple de la diaspora. Nous discutons de réalités d'immigration, ainsi de suite. Alors, avant que j'aille sur la liste de questions, car j'en ai beaucoup, que j'ai préparées pour vous, j'aimerais que vous puissiez vous introduire à nos auditeurs, vous leur dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et on partira de là. Bonjour tout le monde. Je tiens à saluer tous ceux qui auront l'occasion de me suivre à travers ces images. Je suis Junior Mandoko, je suis natif de Kinshasa, originaire du Congo. Actuellement, je suis étudiant ici. Je suis détenteur d'un diplôme collégial en sciences sociales. Je suis détenteur d'une licence, d'un bac en études internationales et en droit et pensée sociale. Et actuellement, je suis en train de faire une maîtrise en droit international et transnational à l'Université de Laval. Soyez le bienvenu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Comme vous pouvez voir, vous avez là un monsieur, un jeune homme, qui est arrivé au Canada il n'y a pas très longtemps, de la République démocratique du Congo. Et comme vous pouvez voir, tout le parcours ainsi que les qualificatifs que vous venez d'ajouter, il les a obtenus au Canada. Alors, ça suscite bien sûr ma curiosité, d'où ma question de connaître quand est-ce que vous êtes venu au Canada et qu'est-ce qui a motivé votre arrivée ici au Canada? Pour la petite histoire, je suis arrivé au Canada en 2007. C'était juste au mois de mai 2007. Et la raison principale de mon arrivée ici, c'était pour les études, parce que déjà au Congo, j'étudiais et vu les conditions qui n'étaient pas vraiment réunies pour que je puisse poursuivre mes études universitaires, j'avais demandé à ma mère qui était déjà ici, qui connaissait les milieux, que je puisse quitter les pays pour venir poursuivre mes études universitaires ici. Et déjà, dès mon arrivée ici, j'avais commencé les études au collège Boréal. C'est une institution postsecondaire. Et là, j'avais obtenu mon premier diplôme en 2009 avec comme mention distinction en sciences sociales. Et puis par après, je suis allé à l'université de York, Glendon, et j'ai fait études internationales. Chez nous au Congo, on appelle relations internationales. Et puis j'ai fait aussi le droit et pensée sociale. Et voilà, j'ai gradué en 2012. Et présentement, je suis en train de poursuivre mes études en maîtrise.
Et là, je suis à l'Université de Laval, je suis au Québec. Ben, pour le moment, je suis ici pour les vacances. Et voilà pourquoi j'ai profité pour parler un peu de l'intégration. De ton parcours justement ici au Canada. Ben, vous savez, le Canada, comme les réseaux de la diaspora le disent souvent au travers de l'émission L'entrepreneuriat du développement économique, le Canada, c'est un pays qui a énormément de ressources, qui permet justement aux nouveaux immigrants, quand ils en ont la volonté, de s'intégrer, de s'installer, d'étudier, de faire beaucoup d'autres choses. Mais quand je compte le nombre d'années que vous avez déjà passé ici au Canada, j'ai comme l'impression que dès le moment où vous êtes arrivé au Canada, vous vous êtes mis aux études. Pourquoi cette option-là, alors que vous avez la possibilité de chercher l'argent? Ben, ça dépend des ambitions. Parce que, vous savez, l'important, c'est pas seulement d'arriver au Canada. Le plus important, c'est d'avoir des ambitions. Déjà, moi, au Congo, quand j'étais à Kinshasa, j'avais déjà mes ambitions prédéfinies. Je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire. Et déjà, en quittant Kinshasa, ma ville d'origine, je m'étais déjà fixé des objectifs. Je me disais, dès que j'arrive au Canada, ben, ce n'est pas forcément pour m'amuser, parce que s'il fallait que je m'amuse, j'aurais bien voulu rester à Kinshasa. Évidemment. Voilà. M'amuser auprès de ma famille, mes amis et tout, que je salue en passant. Mais déjà, j'avais des objectifs précis. Et dès que je suis arrivé ici, j'avais pris des contacts avec les institutions d'ici, les universités et tout. Et tellement que j'étais arrivé à la fin d'une année, parce que c'était au mois de mai, je devais attendre une nouvelle année. Alors, je n'avais pas vraiment voulu passer mon temps inutilement. J'ai commencé par le collège juste pour m'habituer avec les systèmes, voir comment ça se passe. Et ça a été une très bonne expérience pour moi, puisque j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de passer des bons moments à l'université, parce que les collèges, c'était comme une préparation pour l'université. Là, vous faites allusion au Collège Boréal, qui est aussi un collège communautaire. Tout à fait. J'ai fait allusion au Collège Boréal. Ça m'a aidé, j'ai comparé un peu les systèmes congolais et puis les systèmes canadiens. Voilà. Est-ce que le passage au Collège Boréal a facilité votre apprentissage au niveau du Collège universitaire Glendon? Ben, le Collège Boréal, oui, ça m'a facilité, parce qu'à partir du Collège Boréal, déjà, j'apprenais comment les systèmes fonctionnent ici. Et ça a facilité mon intégration, puisque déjà, j'ai rencontré des amis avec qui j'ai fait le collège ensemble et avec qui nous avons continué à l'université. Et nous avons continué avec le même engouement, le même sentiment, la même ambiance. Ça m'a facilité, en fait. Ben, je reste sur la question du Collège Boréal, parce que ici à Toronto, par exemple, où nous nous trouvons, beaucoup de jeunes Congolais, beaucoup en tout cas, d'ailleurs la majorité des apprenants du Collège Boréal sont d'origine congolaise. Oui. Et beaucoup disent, voilà, Collège Boréal, c'est juste un passage aléatoire, c'est simple, c'est pas tellement compliqué, le niveau n'est pas très, très sophistiqué, si je peux emprunter cette expression-là, parce que, vous savez, quand on parle d'un collège communautaire, on ne parle pas d'un collège universitaire comme c'est Glendon. Alors, est-ce que le niveau, le contenu des programmes que tu avais au niveau de Glendon, ça t'a permis de décrocher ne serait-ce que des crédits au niveau universitaire? Oui, ben parce que oui, ça m'a permis d'avoir certains crédits, parce que moi, en fait, je suis dans le domaine social, et mon diplôme au Collège Boréal, c'était un diplôme en sciences sociales, et on m'a accrédité, en fait. On a pris certains crédits du Collège Boréal, on les a reconnus au niveau universitaire. Ben, par rapport à l'aspect communautaire du Collège Boréal, je n'aimerais pas ici entrer. Tout à fait. Ben, je parle plutôt de ma propre expérience, puisque moi, je considère plutôt ça dépend d'une personne à une autre. L'université, ce n'est pas un endroit où c'est une auto-formation. C'est toi-même qui vas pour te former. Oui, l'université forme souvent des chercheurs. Tout à fait. Ben, c'est comme le Collège Boréal aussi. Je pense bien que c'est moi-même je me suis forgé, en fait. Je faisais mes travaux de recherche, j'ai lisé et tout. Ben, ça n'a rien à voir avec ce que les autres peuvent penser. Ben, ça dépend, c'est mon point de vue. Tout à fait normal. Mais ma curiosité aussi, je vous ai demandé de venir sur mon plateau ici, c'est simplement parce que beaucoup disent que les Noirs, prêtez-moi l'expression, beaucoup disent que les Noirs n'étudient pas beaucoup, et d'autres disent carrément que les Congolais, les jeunes Congolais principalement,
s'intéresse à l'habillement, s'intéresse à l'ambiance, à l'amusement, c'est-à-dire les femmes, l'accoutrement, ainsi de suite. Mais quand tu regardes la plupart des collèges francophones ou universités francophones, même anglophones, vous regardez la diaspora africaine, vous retrouvez beaucoup d'apprenants en provenance non seulement d'Afrique francophone, mais du Congo en particulier. Qu'est-ce qui, d'après vous, justifie ce qualificatif qu'on emprunte souvent aux Congolais? Ben, vous savez, ces gens qui parlent du Congo à tort et à travers ne connaissent pas ces grands pays. Parce que d'abord, le Congo, c'est un grand pays. On ne peut pas, sur base d'un groupe d'individus ou de quelques personnes isolées, arriver à stéréotyper tout un peuple, toute une communauté. Je ne sais pas, parce qu'on peut dire que les Congolais aiment la vie, les Congolais aiment fêter et tout. Ben, nous vivons naturellement. Tout à fait. Ben, si ça fait partie de notre culture, je n'ai aucune reproche à faire à quelqu'un qui aime fêter. Ben, lorsqu'on fête, ce n'est pas du tout mal, mais on doit avoir le moyen pour fêter. Ces moyens, c'est l'éducation, travailler. Et je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on travaille fort, pendant la semaine, les week-ends, on peut se retrouver entre amis, se partager une bouteille de bière, un verre de bière avec les autres, ça ne dérange pas. Alors, essayer un peu de résumer tout un peuple, Non, c'est-à-dire, c'est pas que tous les Congolais sont comme tels. Il y a quand même des tendances. Je sais, par exemple, le président dictateur du Rwanda, un dictateur sanguinaire, souvent, quand il parle du Congo qu'il a envahi, qu'il a agressé, malgré qu'il nie, mais tout le monde le sait, les rapports de NU et autres le confirment clairement qu'il est un dictateur sanguinaire, un génocidaire. Souvent, quand il parle de Congolais, ce sont les qualificatifs et il présente en tant que tel. Ceci m'amène naturellement à la question, la jeunesse africaine. Hein, disons-le, quand vous regardez les taux de criminalité, par exemple, juvénile ici au niveau du Canada, en Ontario, un peu partout, on retrouve quand même en majorité des jeunes. Ouais. Toi, vous êtes jeune aujourd'hui. Ouais. Quand vous discutez avec vos pères de la même génération, je ne dirais pas votre âge aujourd'hui devant les caméras, qu'est-ce qui, d'après vous, d'après vos observations, justifie justement l'engagement des jeunes dans des activités de criminalité? Ben, ça dépend. C'est une question de modèle. Dans la jeunesse, vous savez, lorsqu'il y a une génération qui naît, qui monte, il faut qu'il y ait des modèles. Même dans une communauté, il faut qu'il y ait des modèles. Et cette façon de voir des jeunes, ou soit ces taux élevés de criminalité, moi je pense que c'est un problème qui se pose au niveau des modèles. Peut-être que ces jeunes n'ont pas de modèles à suivre pour eux. Faire un acte criminel semble être un modèle parce qu'ils ont vu dans un film, ou soit un acteur dans un film qui a commis des crimes, et ils prennent ça comme modèle. Donc c'est un problème de modèle en fait. S'il y a des modèles au niveau de la communauté, il y a des modèles dans toutes ces communautés noires, je pense bien que les jeunes vont beaucoup plus chercher à imiter ces modèles au lieu des... Est-ce réellement une réalité que les jeunes Africains ou les jeunes issus de la communauté ethno-culturelle sont violents et criminels? Non, mais je pense pas. Je pense pas parce que déjà, moi je suis bantou. Vous savez que nous les bantous, on aime vivre. Nous les bantous, on a ce qu'on appelle le PAM vitalisme. On aime vivre fort, on aime vivre longtemps. Alors, aimer la vie et commettre les crimes, c'est deux choses totalement différentes. Ça n'a rien de nous, en fait, de par notre nature. Nous aimons bien la vie. Vous avez dit tantôt que nous aimons fêter. Alors, voir quelqu'un qui aime fêter et à la fois être criminel, c'est vraiment pas logique. Je considère plutôt que c'est une façon stéréotypée de stigmatiser les immigrants noirs, les considérer comme étant des bandits, des criminels et tout. Ben, je suis pas vraiment, je partage pas tellement. Donc, c'est une mesure discriminatoire, en fait, si on peut dire ça comme tel. Tout à fait. C'est une forme de discrimination qu'on essaye d'inculquer, de faire croire aux jeunes immigrants qu'ils ne sont pas un nécessaire important dans cette société, ils sont appelés à être criminels et tout. Donc, ça n'a rien à voir avec la nature, en fait. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la nature, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Lorsque vous parcourez la ville de Toronto,
le week-end, vendredi soir, samedi soir, quand ce sont des longs week-ends, les dimanches soirs, vous avez pas moins d'une cinquantaine de boîtes de nuit qui sont souvent remplies. Et lorsque vous rentrez dans ces boîtes de nuit, effectivement, il n'y a pas que les jeunes issus de la communauté ethnoculturelle immigrants, que ce soit de l'Amérique latine, de l'Inde, d'Asie ou d'Afrique. Mais il en demeure pas moins qu'aujourd'hui, souvent, lorsqu'on nous présente des criminels à la télévision, on a tendance à présenter les jeunes issus des communautés ethnoculturelles de l'Inde, d'Amérique latine ou des Caraïbes et d'Afrique. Raison pour laquelle les réseaux de la diaspora est en train de faire justement une investigation à propos pour connaître si il existe réellement une mesure discriminatoire qui vise les jeunes, n'est-ce pas, issus de ces communautés pour nécessairement bloquer leur avenir, car nous sommes dans un système où quand une personne a un dossier criminel, non seulement il ne peut pas travailler, il ne peut pas émerger dans la société comme telle, il est limité dans beaucoup d'engagements qu'il peut éventuellement prendre. Monsieur Mandoko, la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est une jeunesse très dynamique. Hein? La jeunesse africaine francophone est très éduquée, elle se recherche, elle se rencontre. Comment est-ce que vous vous organisez, vous, avec les compétences que vous avez? Diplôme en relations internationales, diplôme en pensée juridique, diplôme en tant que travailleur social. Comment vous préparez un terrain pour que vous aussi, dans un futur prochain, très proche d'ailleurs, vous puissiez aussi prendre votre leadership en œuvre, prendre votre leadership en main, le mettre en œuvre, aller de l'avant. Comment vous définissez votre leadership futur? Ben, déjà, en venant ici, je passe déjà pour passer un message à tous mes amis, à tous mes frères, tous ceux qui auront l'opportunité de me suivre à travers ces images. Les jeunes, bien sûr. Les jeunes, voilà. Qu'il faut croire à ses ambitions. Il faut avoir des ambitions, il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut avoir des modèles et des bons modèles. Et ça, c'est important. Dans la vie, rien de plus grand n'est facile. Tout long chemin commence par un pas. On ne devient pas, je ne sais pas moi, riche ou grand homme juste un seul jour. Il faut prendre patience, il faut être déterminé et il faut accepter de se sacrifier. Des fois, nous jeunes, on a un peu ces soucis de gagner trop facilement la vie, d'aller trop vite, alors qu'il faut aller petit à petit. Alors, mon engagement par rapport à ça, je pense bien que je ne vais pas ici dévoiler toutes mes ambitions. Le temps viendra, je vais donc m'organiser, organiser avec ceux qui seront avec moi. Je n'ai pas assez de possibilités maintenant pour essayer d'encadrer les jeunes, mais j'espère bien qu'avec le temps, Dieu voulant, je pourrai m'engager au niveau communautaire. Il y a aussi ma communauté, la communauté congolaise qui est là sur place, ici au Canada. Ou la communauté francophone. Ou soit la communauté francophone. Je vais consacrer mon temps pour essayer de discuter avec les autres comme moi, pour voir de quelle manière on pourra donc faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Mais on voit quand même des aînés, des vieux, comme disent les Africains, qui se campent à des positions qui, normalement, devraient être remis entre les mains des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le plan communautaire, il faut rappeler d'ailleurs à nos auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, travailler dans le domaine communautaire, c'est un travail de bénévole que nous sommes censés faire en dehors de notre temps de travail professionnel. Alors, il ne faudrait pas que des personnes qui aspirent à travailler dans le domaine communautaire pensent qu'ils peuvent venir y faire carrière ou éventuellement y faire fortune, car telle n'est pas la motive première de l'organe ou du secteur communautaire en tant que tel. Donc vous, puisque vous êtes qualifié, vous êtes diplômé, vous avez certainement un avenir garanti compte tenu de vos connaissances. Est-ce que vous pensez que vous pouvez disposer d'un temps en dehors de votre temps de travail pour servir la communauté et répondre à de multiples besoins de santé, d'éducation et autres que la communauté rencontre? Tout à fait, je suis volontiers. Vous savez, vous avez fait mention d'un point important par rapport à ces groupes d'individus ou cette catégorie d'individus qui veulent s'accaparer des choses. Travailler pour sa communauté, je peux travailler comme volontaire. Ça ne demande pas que je sois payé. Bénévole, bien sûr. Voilà, comme du bénévolat, je peux le faire. Et puis, je pense bien que les aînés doivent préparer la relève. Parce que c'est vrai que j'ai des diplômes,
mais je manque de l'expérience. Alors, j'ai besoin, nous aussi, parce que je ne suis pas le seul qui détient des diplômes universitaires. Nous sommes nombreux, nous sommes des jeunes africains et tout. Nous voulons aussi que les aînés puissent nous accorder cette opportunité d'être impliqués dans la communauté, nous faire des ouvertures, parce que des fois, ce que nous rencontrons, c'est qu'on sent vraiment un peu des blocages. Voilà. Au niveau communautaire, il y a des groupes d'individus qui sont là, tellement qu'ils ont été ici avant nous. Ils se disent qu'ils connaissent tout, ils maîtrisent... Populiste et populaire. Soit. Ils connaissent tout, ils maîtrisent tout, ils connaissent la ville mieux que nous. Alors, nous qui sommes arrivés après, on a souvent des difficultés pour intégrer la communauté. Alors, ces aînés devaient quand même nous faire des ouvertures, nous permettre aussi d'être impliqués dans la communauté parce que nous avons ces soucis. Nous voyons comment les autres communautés s'organisent au niveau universitaire, puisque nous aussi, nous avons, dans différents sites universitaires où je suis passé, j'ai vu des amis d'autres communautés, comment ils s'organisent. Alors, j'ai ce souci-là de voir ma communauté aussi être bien organisée et qu'il y ait cet esprit de préparer la relève. Ça, c'est très important. Monsieur Tahirou Gassama, qui est un leader dans la communauté sénégalaise, ainsi que notre directeur technique, Monsieur Kassa, a souvent tendance à dire quand vous voulez vous identifier à un leader, vous devez toujours vous poser une seule question. Est-ce qu'à la fin de ma journée, je vais ressembler à une telle personne? Si ce modèle de leadership n'est pas ce que vous voulez devenir, eh bien, il faut faire attention. Il ne faut simplement pas... Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence. Aujourd'hui, on présente le monde, présente l'Afrique comme le continent d'avenir. Les matières premières, qu'on parle de l'énergie renouvelable, que l'on parle de l'industrie agroalimentaire, que l'on parle de l'industrie énergétique, que l'on parle de matières premières qui servent à créer tout objet dans le domaine scientifique, recherche et autres, provient d'Afrique. Et l'Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne, est le continent qui fournit le plus de matières premières, que ce soit à l'Asie, à l'Amérique et à l'Europe. Vous, votre formation,
avec toutes les compétences que vous avez acquises maintenant, même si vous n'avez pas d'expérience, ça va venir. Pensez-vous que ces compétences peuvent être utilisées pour le Canada par rapport à son implication en Afrique, ou vous vous préparez pour aller prendre le leadership au niveau d'Afrique et percer justement votre chemin et faire comme les Canadiens sont bénis d'avoir un pays gâté ou organisé dans lequel ils font carrière? Comment est-ce que vous faites le parallélisme entre les deux? Ben, vous savez, d'abord, permettez-moi de vous dire que je n'ai pas choisi de naître africain, je suis africain. Et moi, je considère que l'Afrique ne peut se construire que par ses propres fils. Et en tant qu'Africain, je considère que l'homme africain doit prendre en main son destin. Et dépendamment de là où j'aurai à travailler, je vais toujours essayer tout au long de ma carrière de consacrer toutes mes énergies pour aider l'Afrique. Et puis, comme vous avez dit tantôt, l'Afrique est un continent qui regorge d'énormes ressources. Et nous devons donc voir, parce que j'ai des pensées un peu particulières par rapport à l'avenir de l'Afrique. Et je pense bien qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'Afrique, parce que d'abord, l'homme africain doit changer sa façon de voir les choses. L'homme africain doit... Qu'est-ce que vous voulez dire, l'homme africain doit changer sa façon de voir les choses? Par rapport à quel aspect vous faites allusion? Par rapport à l'aspect colonial, parce que l'homme africain d'aujourd'hui, il y a certains individus qui réfléchissent toujours comme étant colonisés. L'homme africain doit sortir, donc doit sortir, voilà, doit s'explorer, doit s'ouvrir au reste du monde. Et l'homme africain doit arrêter de réfléchir comme colonisé. L'homme africain doit d'abord croire et surtout avoir de l'estime de soi. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, s'il faut qu'elle aille de l'avant, il faut que les Africains comprennent que ce continent a besoin de tous ses fils et il ne peut être développé que par ses propres fils. Et ça commence par un changement de mentalité, un changement de vision. Parce que là, on a vraiment besoin des visionnaires, des gens qui ont une vision et des gens qui sont capables d'enlever ces complexes d'infériorité face aux autres. Enlevez vos complexes d'infériorité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes jeunes, vous êtes étudiants, vous venez de terminer vos études, vous êtes en processus, comme M. Mandoko, de terminer vos études. Vous vous dites que vous avez des connaissances, vous avez des compétences que vous voulez mettre en œuvre, vous voulez discuter avec vos autres pairs. Le réseau de la diaspora vous offre justement ce cadre. Vous voulez faire un débat sur quelle est la profession qui répond le mieux au métier de demain, ainsi de suite. Quelle est la profession ou les études qui récompensent financièrement mieux dans l'avenir? Je vous invite à venir au réseau de la diaspora, contactez-nous ou allez sur le site au www.dn247.net. Contactez-nous pour que nous puissions organiser des débats pendant l'été, pendant que vous êtes en vacances. Je suis sûr que vous avez des temps libres. Contactez-nous pour qu'un jour, vous aussi, vous puissiez suivre Junior Mandoko, M. Mandoko, que nous considérons comme un modèle, car il est venu ici au Canada, ça fait, je crois, 5 ans. Et en 5 ans, il a consacré 5 ans de ses années au Canada. Aujourd'hui, on le désigne comme un expert en relations internationales. Pourquoi pas vous? Alors, vous êtes jeune, vous traînez avec de vieux qui vous encouragent à faire le mal, à voler ou à faire des choses qui peuvent être condamnables par la loi. Nous vous demandons de vous écarter de ces personnes, car ils peuvent vous rendre un avenir sombre. Le Canada, avec le Canada, vous devez avoir une crédibilité, et la crédibilité, justement, c'est la particularité de ne pas avoir un dossier criminel, sinon vous ne pouvez rien faire sur le territoire de ce pays. Monsieur Mandoko, nos interviews commencent et doivent malheureusement prendre fin, mais Monsieur Charles Kajumpumpu Wakabeya, qui est un grand journaliste de la diaspora, a l'habitude de demander. Souvent, nous développons nos questions, mais quel est cet élément que vous aurez souhaité que nous puissions discuter ou aborder durant cette interview que vous pensez que je n'ai pas abordé, que vous pouvez faire mention? Ok, je pense bien que on n'a pas peut-être eu le temps de tout parler. Nous aurons l'opportunité de discuter dans les jours à venir. Ce que je voulais dire comme mot de la fin,
Ben, j'aimerais d'abord lancer un message à tous mes frères et sœurs qui auront l'opportunité de me suivre à travers ces images, de croire en leurs rêves. Ils doivent croire en eux-mêmes et surtout de prendre les études au sérieux. Parce que vous savez, on parle de l'Afrique. L'Afrique ne peut se construire que par ses propres fils, comme je disais tantôt. Et là, je vais encourager tous ceux qui ont cette volonté d'aller aux études et leur demander d'être déterminés, de se sacrifier et d'avoir beaucoup de volonté. Tout est possible à celui qui croit, en fait. Voilà. Tout est possible, effectivement, à celui qui croit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, méfiez-vous des journalistes caméléons qui passent à travers différentes chaînes pour finalement ne rien faire. Confiez-vous aux journalistes qui font du travail de recherche, comme votre fidèle serviteur Charles Kajungo-Pompo Akabeya, qui prend le soin de vous présenter l'heure du Seigneur ainsi que les coulisses du pouvoir. Les réseaux de la diaspora travaillent de manière professionnelle car nous croyons qu'à travers les médias sociaux, nous pouvons apporter un changement dans nos vécus de tous les jours, nous échanger, ainsi de suite. Dans notre prochaine édition de l'entrepreneuriat du développement économique, on va parler, discuter principalement de politique d'investissement. Le Canada est un pays d'opportunités. Si vous vous mettez à 3, à 4 ou à 5, quel que soit le nombre que vous aurez désigné, vous pouvez réunir un capital que vous pouvez investir pour, n'est-ce pas, créer de l'emploi pour vous, ainsi que pour d'autres personnes, et pourquoi pas générer des revenus par la suite. Donc, je recevrai d'autres invités avec qui nous parlerons de la santé, n'est-ce pas, des immigrants francophones ici. Nous discuterons au sujet des autres perspectives d'avenir durant cet été, car nous aurons beaucoup d'émissions dans ce sens. Ne dites pas que le réseau de la diaspora est trop intellectuel, ne dites pas qu'il y a beaucoup de Français dans les réseaux de la diaspora. Telles sont les normes qui sont requis et exigés pour les médias sérieux en tant que tels. Alors, au www.dn247.net, vous trouverez les interviews. Nous avons surtout créé pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une section que nous appelons les journaux du monde en continu. Vous avez des médias en provenance d'Asie, d'Afrique, d'Europe qui traitent de tous les sujets que nous ne voyons pas toujours dans les médias conventionnels. Donc, je vous invite à aller sur ces chaînes, regarder, c'est en anglais et en français, donc vous avez toutes les informations en tant que tel. Donc, votre fidèle serviteur, Aimé Kabouya, je vous reviendrai encore bientôt avec d'autres émissions, comme je l'ai déjà dit, mais toujours les zéros de l'ombre. J'aimerais remercier les gens qui contribuent énormément pour la matérialisation des émissions des réseaux de la diaspora, les zéros de l'ombre. Merci beaucoup pour votre support, tant matériel que moral. Je remercie notre directeur technique, M. Kassailer, victime d'un succès tant envié par beaucoup, mais il fait un travail de titan, un très bon travail professionnel. Mobutu Maréchal, Bana Kongoto, vous le connaissez très bien. Pour vous, les réseaux de la diaspora, au www.dn247.net. À très bientôt. Merci, Monsieur Mandoko. Merci, Monsieur Kabouya, pour l'invitation. Merci.